Bonjour, bienvenue à cette conférence La place créative, entreprendre dans l'incertitude, même pas peur. On va s'attarder un petit peu sur la présentation du contexte et sur les méthodes qui permettent d'aller entreprendre malgré l'incertitude actuelle. Je vais vous présenter nos intervenants. Karim Messegen, professeur agrégé des universités en sciences de gestion, spécialiste en accompagnement entrepreneurial et stratégie des PME, fondateur du Labex Entreprendre et de Montpellier Management. Karim, bonjour. Et Paul Martin, professeur en stratégie et finance à Montpellier Business School. Bonjour, Paul. Dans cette conférence, nous aurons aussi le témoignage à distance de Nicolas Boucher, gérant de la pizzeria Mongeli à Castelnau et qui est en plein projet de développement. Merci à vous. Merci. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à cette conférence consacrée à l'incertitude en contexte entrepreneurial. C'est un vrai sujet dans le contexte actuel d'évoquer cette problématique et surtout de voir que dans un contexte aussi compliqué, aussi difficile qu'une crise que nous traversons, il est encore possible, on va le voir à travers de nombreuses illustrations, de nombreux exemples, qu'il est possible de s'engager dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, peut-être un point de précision, incertitude, risque, ce sont des notions qui sont associées, mais qui sont pourtant différentes. Le risque, c'est une notion qui fait référence à la possibilité de définir la situation de façon probabilisable. Et c'est souvent le cas lorsqu'on a eu l'habitude de faire face à des situations. Les assureurs connaissent bien ces phénomènes. Ils sont en capacité, sur un certain nombre d'événements, d'apprécier une probabilité. L'incertitude, c'est tout différent. On est dans une situation où le décideur, le porteur de projet, l'entrepreneur n'est pas forcément en capacité d'anticiper la survenance d'un certain nombre d'événements. Ces situations d'incertitude se sont développées ces dernières années à travers l'émergence de différents phénomènes. Il y a un best-seller qui a d'ailleurs été écrit dessus, c'est Le Signe Noir par Nicolas Taleb, qui évoque la survenue de ces événements extraordinaires et qui peuvent avoir un impact très fort sur la vie économique et qui nécessitent de la part des entreprises, des porteurs de projets, une grande capacité d'adaptation. Alors, dans un contexte aussi difficile, où on voit effectivement un renforcement de l'incertitude avec différents facteurs sanitaires, économiques, sociaux, comment justement s'adapter, comment faire face à ces situations? Alors, il nous faut une boussole, il nous faut un espèce de GPS pour essayer de se repérer. Et dans le domaine du management, on a vu émerger un outil qui est le business model et qui est une solution assez intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir d'ailleurs à son contexte d'émergence. Cet outil a été développé par les praticiens pour justement répondre à des problèmes d'incertitude. On est dans les années 90, l'émergence d'Internet qui a fait émerger un nouveau monde. Et il fallait que des porteurs de projets puissent expliquer simplement des technologies sur lesquelles on ne s'était jamais projeté. Et donc, il fallait créer une représentation, finalement, un fil d'Ariane qui permette d'avancer dans un projet entrepreneurial. Et donc, le business model, c'est ça, c'est une représentation simplifiée, finalement, de l'activité d'une entreprise qui permet de répondre à une question essentielle dans la vie des affaires. C'est, finalement, à partir d'un projet, comment on parvient à générer de la valeur. Ça, c'est un premier point. Et surtout, comment on parvient à partager, voire à s'approprier une partie de cette valeur. Et pour répondre finalement à cette équation, on a deux variables qui apparaissent ici. C'est une variable qui est liée à la structure de revenus et une variable qui est liée à la structure de coûts. Donc clairement, lorsqu'on développe un projet, il faut avoir la capacité de générer cette valeur, donc des revenus, à travers une offre qui soit adaptée, qui réponde à des besoins, en essayant de faire preuve d'originalité dans la construction de cette proposition de valeur. On va réfléchir bien évidemment à la relation client, on va réfléchir aux modes de distribution qui vont bien évidemment impacter la façon de générer cette valeur. En parallèle, on va bien évidemment devoir mobiliser des ressources, des moyens
techniques, financiers, de plus en plus aussi informationnels. On va pouvoir s'appuyer sur des partenaires. Et tous ces éléments génèrent bien évidemment des ressources et des coûts. C'est notre structure de coûts. Et l'enjeu du business model, c'est de parvenir à trouver un équilibre entre, d'un côté, cette structure de revenus et de l'autre, cette structure de coûts. Et donc, on voit finalement qu'on a une représentation très simple, mais qui amène à une grande diversité de questions. Et on va essayer d'apprécier la cohérence de cet ensemble sous l'angle, bien évidemment, du développement, de la croissance, sous l'angle de la performance à court terme, à travers notamment la solvabilité. On va s'interroger sur l'impact de l'activité sur la trésorerie. Et dans un contexte comme le nôtre, c'est une question essentielle à la survie. Et bien évidemment, on va apprécier la rentabilité, le retour sur investissement des ressources qui ont été engagées. Alors, ces deux leviers de la performance entrepreneuriale sont impactés. Et il va falloir, et c'est intéressant, réfléchir à des solutions. Et cet impact, on va le voir à travers une grande variété d'exemples, est génératrice d'opportunités. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que finalement, en situation d'incertitude, il y a bien évidemment des menaces, mais aussi des opportunités à saisir. Et le business model va nous permettre de nous réinventer en repensant à la fois notre structure de revenus et notre structure de coûts. Un autre élément qui est essentiel, c'est bien évidemment de le contextualiser, bien évidemment, dans les secteurs. Et on peut se poser la question finalement de savoir, par rapport à la situation actuelle, Covid, est-ce que tous les secteurs sont impactés de la même façon et est-ce qu'on va pouvoir repenser les business models de la même façon? Merci Karim. Donc là l'idée, effectivement, j'ai montré un petit schéma qui sont des statistiques de l'INSEE sur le PIB français réparti dans les différents secteurs d'activité. Donc ça permet de comprendre, là c'est fin 2019, donc l'année 2019, le PIB de la France, c'est la somme des valeurs en fonction des différents secteurs d'activité. En France, on voit que les services, par exemple les gros carrés, pèsent au moins 15% pour chacun des carrés de l'activité totale du pays. Et la crise du Covid, pendant le premier confinement, a impacté très très fortement le PIB français, plus du tiers de baisse, 3 milliards d'euros par jour de confinement, avec une estimation de baisse totale du PIB français sur la fin d'année de l'ordre de 10%. Et ce qui est important, ce n'est pas de noircir le tableau, c'est au contraire de bien comprendre que cette baisse ne touche pas tout le monde d'abord et touche de manière très différenciée les secteurs. Donc là, on a choisi quelques exemples de secteurs qui peuvent être très très impactés, comme l'hôtellerie-restauration, qui est toujours pour beaucoup à l'arrêt, et des secteurs qui le sont moins, et surtout des secteurs, certaines activités sont même en croissance cette année. Donc il faut bien comprendre que le principe même de l'économie, c'est que l'évolution se fait tout le temps avec des changements, et l'incertitude crée plein d'opportunités parce qu'elle va créer plein de changements, plein d'attentes nouvelles de la part des consommateurs. Et c'est ça, on va essayer de trouver des exemples d'entreprises qui font des choix volontaires d'aller de l'avant parce que les consommateurs ont des attentes et parce qu'elles pensent avoir trouvé des solutions pour y répondre. Et ça, chacun d'entre nous peut avoir de bonnes idées sur ce point. Le premier que je voudrais présenter, c'est d'Inveo, parce que c'était un étudiant il y a une dizaine d'années de Montpellier Business School, Thomas. Et en fait, il est déjà étudiant, il a commencé il était complètement passionné par son entreprise et il a commencé à travailler avec sa famille, son père et sa mère. Et là, à l'heure actuelle, il a créé un vrai laboratoire de produits qui sont des compléments alimentaires naturels, bio. Et il lance à l'heure actuelle un packaging entièrement, intégralement compostable. En pleine période, et son chiffre d'affaires est dans une croissance considérable. L'année 2020, pour lui, sera une bonne année. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas présumer que tout se passe mal pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Il faut trouver les pistes qui permettent d'attirer les cibles qu'on peut avoir en adaptant son modèle économique en permanence. Donc, rechercher ce qu'on appelle les facteurs clés de succès, c'est-à-dire ce qui va permettre de toucher correctement les cibles que l'on vise pour les intéresser, les attirer, leur donner envie d'acheter nos produits. Alors, on va
prendre l'exemple qui est l'exemple le plus dur, en fait, le secteur, probablement l'un des secteurs les plus touchés, tourisme, événementiel, hôtellerie, restauration, beaucoup des acteurs dans ce secteur sont en grande difficulté. Beaucoup d'entre eux vraiment font preuve d'ingéniosité et de tout un tas d'actions très pertinentes pour s'adapter. Et le premier le premier témoin, on va faire venir un témoin, là, on va l'appeler. Oui, oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Allô, allô? Oui, on vous entend, Nicolas. Oui, super, bonjour. Bonjour, merci à tous. Alors, je vais me présenter très très rapidement. Donc, moi, je suis un ancien élève de Montpellier Business School de promotion de 2008. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'entertainment et notamment dans le jeu vidéo. J'ai été responsable marketing chez Ubisoft pendant plusieurs années, pendant 7 ans à Ubisoft Montpellier, au studio de création. Et j'ai décidé, il y a quelques années maintenant, de me lancer dans l'entrepreneuriat en créant une franchise qui est en provenance de Toulouse, qui s'appelle la Pizzeria Mongeli. En fait, le concept, c'est que Monsieur Mongeli est triple champion du monde de pizza. Et du coup, c'est de la pizza très, très qualitative où on travaille en circuit très court et avec des producteurs en direct. Tous nos produits viennent d'Italie. On a notre propre farine, notre propre mozzarella et tout ça, c'est bio. En fait, on travaille sur vraiment des produits de qualité sur le bien-être. C'est vraiment notre cœur de métier. Et donc, j'ai ouvert à Castelnau-le-Lez, dans le centre historique, pour ceux qui connaissent, cette pizzeria il y a maintenant quelques temps. Alors, il n'y avait pas le Covid à l'époque. Il faut savoir que nous, initialement, sur le restaurant de Castelnau, on travaille énormément sur le surplace. Le emporter est une partie, bien sûr, de notre chiffre d'affaires, mais la plus grosse partie est quand même générée avec les personnes qui viennent sur place. Et en période de Covid, depuis le mois de mars, il a fallu qu'on se réadapte. Il a fallu qu'on se réadapte pour nos salariés, dans un sens où il fallait trouver des solutions pour qu'ils travaillent en toute sécurité. Donc, c'est s'équiper pour nous, s'équiper pour nos clients quand on a pu réouvrir cet été, et aussi penser à l'avenir. Alors, comment on a fait? On s'est tout simplement adapté au contexte, à savoir acheter les produits qu'il fallait nécessaires, les masques pour les salariés, etc. Et mine de rien, c'est des coûts qui sont non négligeables, mais qui sont indispensables pour le bien-être de tout le monde. Et en fait, derrière nous, on s'est développé, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, cet été, il y avait les terrasses ouvertes, c'était très bien. Puis après, il y a eu le deuxième confinement. Au deuxième confinement, nous, on faisait quand même du emporter, mais pour booster notre chiffre d'affaires, on a décidé de travailler avec la plateforme Uber Eats. Et ça nous a vraiment aidé, pour le coup, à nous développer et à essayer de se maintenir pour au moins continuer à pouvoir payer nos salariés, continuer à survivre. Et dans un autre, en fait, c'est arrivé en même temps, au même moment. Nous, on avait décidé de se développer puisque notre objectif, c'est malgré tout, malgré la crise Covid, ça ne nous empêche pas de nous développer parce qu'on sait que la restauration est quand même très importante et on le voit dans la façon de consommer de la part des gens, notamment en période Covid. Il y a beaucoup de click and collect, il y a beaucoup de demandes, notamment sur la nourriture, qui a explosé. Les plateformes Uber Eats, Deliveroo et bien d'autres ont explosé. Donc nous, on a décidé de se développer. Alors c'était prévu en amont. On a ouvert, il y a maintenant une semaine, une deuxième franchise sur la commune de Saint-Gély-du-Fesque. Juste derrière le Mégarama. Et l'idée pour nous, c'est sur place, on se réadapte. On sait que les nouvelles restrictions ont été hier mises en place par le Premier ministre, et notamment le couvre-feu à 20h. Et on sait qu'inévitablement, il a fallu qu'on s'adapte. Initialement, on était un restaurant qui recevait du public sur place sur Saint-Gély-du-Fesque et Castelnau. On recevra par la suite, on l'espère très rapidement, du public, mais pour s'adapter, on a mis en place le click and collect sur Saint-Gély, c'est-à-dire la commande en ligne. Les gens commandent et viennent récupérer leur pizza, et à partir de la semaine prochaine, on se développe, on fait de la livraison en voiture électrique pour pouvoir satisfaire tout le monde, parce qu'on sait que c'est le seul moyen pour nous, à partir du moment où il y aura le couvre-feu et pendant la période Covid, de pouvoir essayer de maintenir à flot nos restaurants et pouvoir encore donner des produits de qualité, parce que les gens, malgré le contexte, ont envie quand même de profiter. Et ces moments-là, la nourriture, les moments où on est tous assis, au moins en famille, le soir, on est content de pouvoir manger autre chose que de se faire tout le temps la cuisine. Et nous, on permet, avec notre concept et nos pizzerias, comme le font d'autres aussi. Mais nous, on va directement maintenant chez nos clients, et il a fallu qu'on s'adapte, chose qu'on ne faisait pas auparavant. Alors certes, ça a un coût, mais c'est un coût qui, pour le client, est satisfaisant et qui, pour nous, est maîtrisé et qui, par la suite, sera forcément bénéfique. Très bien, merci pour ce témoignage. Merci Nicolas.
On va prendre un autre exemple dans la restauration. Oui, alors c'est un vrai sujet, hein, cette adaptation, cette capacité à finalement s'adapter à ces transformations. Et je trouve que par rapport à ce qui a été montré sur le business model, il y a un travail qui a été fait sur les deux volets. On le voit sur la capacité à développer de nouvelles relations avec les clients en proposant une offre finalement qualitative. Et sur l'autre volet également, une grande adaptation avec un appui sur les réseaux, sur les partenaires. Donc, on ne va pas citer de marque de livraison, mais il y a toute une série d'acteurs. Et on voit que l'entreprise a essayé de réfléchir à ce que pourrait être son propre canal de livraison avec une livraison électrique qui répond là aussi aux besoins du consommateur. Alors, on retrouve ça dans cet exemple Fretchi. C'est intéressant de voir aussi que c'est un projet qui a été porté par des étudiants. Donc, le processus entrepreneurial peut émerger très tôt. Donc, 3 étudiants de Montpellier Management qui avaient participé à un concours, MoMA Startup Event, qui avaient travaillé sur un projet qui n'a rien à voir avec la plateforme Fretchi au départ, qui était un banc connecté. Ils ont travaillé avec l'école des mines d'Alès. Et finalement, ils ont vu que ce projet n'était pas forcément adapté au marché. Et donc, ça les a amenés à réfléchir à une autre idée. Mais ce qui est intéressant, c'est le processus. C'est ce qu'ils ont appris aussi dans ces projets et la confiance qu'ils ont construite tout au long de ces années, ce qui a généré une vraie solidarité. Et on le verra, peut-être que l'incertitude, c'est aussi construire des projets de façon collective. Et ça renforce bien évidemment le fait de pouvoir travailler ensemble, permet de partager cette appréhension du risque, de mieux se répartir les ressources et les tâches. Donc le projet qui a été développé ici, c'est une plateforme qui vise notamment à redynamiser les centres-villes, notamment en développant des partenariats avec des commerces de bouche. Donc cette plateforme vous permet en ligne de pouvoir commander une grande variété de produits. Le choix qui a été fait rejoint ce qu'a évoqué Nicolas Boucher, notamment à travers un souci de développement durable et on va dire presque un souci social et sociétal, puisqu'ils ont fait le choix de ne travailler qu'avec des livreurs qui respectent un certain nombre de valeurs, de normes. Donc ils travaillent avec, sur Montpellier, une structure qui se développe sur ce modèle solidaire. Et donc, ça permet aujourd'hui à Fretchi de prendre cette opportunité à plein. Donc, ils se sont développés sur Montpellier, ils se développent sur Toulouse, sur Clermont-Ferrand, sur nous. Et donc, il y a sur un projet tel que celui-là, une hyper-croissance. Et ça rejoint très bien ce qu'évoquait Paul, c'est que finalement, il y a bien évidemment des secteurs, il y a des opportunités, des interstices qui peuvent générer plus que de la croissance, de l'hyper-croissance. On a vu donc là, avec les différents exemples que l'on vous a montrés, voilà. J'ai appuyé trop de fois. On a vu tout un tas d'exemples qui étaient dans un secteur très touché, la restauration. Et je voulais aussi vous parler de l'exemple du FIS, parce que tous ceux qui sont dans l'événementiel aujourd'hui, ils sont à l'arrêt. Et c'est dur. Et il faut aussi, dans ce domaine-là, trouver des pistes. Et le FIS, ce qu'il nous fait en ce moment, c'est un concours mondial, international d'athlètes. Alors évidemment, il n'y a pas les 600 000 participants, il n'y a pas tout le public qui fait waouh, qui impressionne, mais les gens sont en ligne, et les athlètes se filment là où ils sont, donc dans le pays où ils sont, ils filment leurs exploits, ils les envoient, il y a un concours mondial qui est organisé par le FIS, avec on vote pour ceux qui nous plaisent le plus, il y a des sponsors, il y a des prix, et ça permet de conserver le lien avec toutes les parties prenantes de l'entreprise dans une situation qui, même si elle est très difficile, même si les revenus ne sont pas les mêmes que quand il y a 600 000 personnes, l'important, c'est de bâtir de nouveaux outils, de bâtir des solutions qui sont des solutions qui resteront. C'est des solutions d'avenir, ce n'est pas des solutions de transition. C'est des solutions qui permettront plus tard de faire des présélections, par exemple, sans faire venir les différents participants dans un pays. Et c'est très, très pertinent de lancer des projets de ce type parce qu'on voit bien qu'on fait de grands progrès dans notre façon de fonctionner.
Alors, si on... Je vais essayer de passer le slide suivant. Voilà. Donc, si on a bien compris que les différentes approches en termes d'offres, l'adaptation de l'offre aux cibles, c'est une façon d'adapter son modèle économique. Le deuxième gros problème qu'on peut avoir, c'est de se retrouver dans une situation d'incertitude complète, comme en ce moment, avec des actifs, avec des usines, avec des dépôts, avec des stades qui ne servent plus à rien, qui sont vides. Et ça c'est un des gros problèmes à l'heure actuelle, c'est de se retrouver avec des ressources qui sont disponibles et inutilisées. Et là, il est important aussi, c'est une réflexion qui est différente, pas la même, qui concerne des secteurs qui sont différents, mais il est important de réfléchir à comment puis-je utiliser plus efficacement mes ressources pour pouvoir avoir pour pouvoir les rendre un peu plus efficaces, pour pouvoir les utiliser correctement. C'est le cas dans tous les domaines industriels. Et j'ai voulu prendre l'exemple dans le domaine de l'énergie, Watertrax, à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous avez les barrages électriques d'EDF, les grands barrages hydroélectriques, sont des barrages qui sont anciens, sont des barrages qui ont beaucoup de vases depuis les dizaines d'années qu'ils fonctionnent. Et l'idée de Watertrax, ça a été de faire un robot, un peu comme un robot de piscine en fait, qui vient aspirer la vase au fond du barrage de manière régulière, sans avoir à vider le barrage, sans avoir à arrêter la production d'électricité. Et ce robot, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il va aspirer la vase en amont du barrage et la faire écouler progressivement par la turbine, de telle manière à ce que en aval, la rivière puisse bénéficier de ces alluvions pour que les sols soient préservés. Parce que l'un des gros problèmes aussi des barrages, c'est qu'ils empêchent les alluvions de s'écouler le long de la rivière. Donc c'est favorable à l'environnement, ça coûte moins cher, c'est favorable à tous les partenaires, et EDF vient de valider cette solution en pleine crise. Vous voyez. Donc arriver à trouver des pistes pour mieux valoriser des installations importantes qui existent, c'est souvent aussi des solutions qui permettent de faire évoluer les modèles économiques. Et on a vu plein d'exemples à la télé, tous. On a vu des exemples de stades dans lesquels on fait des tests où on fait des vaccins. On a vu des avions qui transportent qui vont transporter des vaccins et qui transportaient des malades. On voit bien qu'on peut utiliser des moyens qui sont sous-utilisés pour d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été créés. Bien sûr, ça ne permet pas d'être rentable, mais ça permet de solidariser son réseau. Et ça permet de préparer les évolutions profondes de l'économie on ne reviendra pas à la situation d'avant Covid. Je pense que là-dessus, on aura des évolutions profondes et il faut s'y préparer. Alors, l'adaptation, on la retrouve à travers une variété d'exemples, à la fois des entreprises traditionnelles, mais aussi, bien évidemment, pour des entreprises émergentes. C'est le cas de Kitties, qui est une start-up que l'on connaît bien à Montpellier, à la CCI Hérault, puisqu'il y a un certain nombre de partenariats qui ont été noués. Au départ, c'est une entreprise qui s'est intéressée au cashback, c'est-à-dire à la possibilité de restituer du pouvoir d'achat aux consommateurs, en essayant de nouer des relations quasiment individuelles avec chaque boutique du centre-ville. Donc ça rejoint cette idée de contribuer à relancer les centres-villes, à leur animation au quotidien à travers différentes opérations. La crise du Covid a amené Kitties, la CCI Hérault, à réfléchir à un plan d'action pour essayer de construire des offres partagées. Et là, on a une solution assez intéressante, puisque l'idée, c'est de pouvoir réaliser en partenariat, souvent avec des collectivités territoriales, de construire une offre et de construire des enveloppes. Alors, ça peut être des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, qui vont être proposés sur une période. Aujourd'hui, il y a une opération qui se crée à 7 et qui va permettre pour les commerçants de pouvoir recevoir de nouveau un certain nombre de clients et qui vont avoir, notamment grâce, alors il y a un système un peu complexe, à travers leur carte de crédit, ils vont utiliser leur carte de crédit et l'application Kitties de façon très simple. Et chaque achat peut compléter une carte.
Donc, chaque commerçant s'engage à reverser de 1 à 30% de l'achat, donc c'est une réduction. Kitties perçoit un pourcentage, ce qui permet aussi, en termes de business model, de se rémunérer, bien évidemment. Et on voit que Kitties s'est aussi adapté parce que ça permet de générer de la donnée, de la data, que Kitties va pouvoir exploiter auprès de ses commerçants partenaires, voire auprès d'autres entreprises, là aussi pour mieux connaître les comportements d'achat, pour mieux connaître les besoins. Et donc, c'est finalement des solutions originales qui sont développées en lien avec technologie d'information et qui sont gagnantes-gagnantes à la fois pour le client, pour le magasin et bien évidemment pour un certain nombre de partenaires. Donc, comme Paul vous l'avait dit, on a des solutions qui vont finalement permettre aussi de générer de l'innovation pour demain et générer de nouveaux comportements. Oui, alors, c'est un complément sur Kitties. Effectivement, l'opération sur l'Hérault qui est en cours s'appelle City Follies et elle est déployée sur tous les l'Hérault avec les commerçants qui adhèrent à l'opération en espérant dynamiser le commerce par ce biais. Mais c'est une très très bonne, c'est très pertinent parce qu'on utilise là des savoir-faire existants, des commerces qui existent, qui sont connus depuis longtemps. On dynamise par des actions communes ces commerces et on incite finalement le consommateur à faire le déplacement. Voilà. Et c'est des idées. Les idées, elles sont nombreuses et il ne faut pas avoir peur d'avoir des idées. Il faut surtout pas les garder pour soi. Une idée, ça ne se protège pas. Ce qui se protège, ce qui a de la valeur, c'est la mise en œuvre, la capacité à mettre en œuvre une idée. Et pour mettre en œuvre cette idée, il va falloir la partager avec des membres de son réseau, avec un certain nombre de personnes qui vont vous aider dans cette mise en œuvre. Et c'est pour ça que les aspects financiers sont essentiels. On ne peut pas se contenter d'avoir une bonne idée en termes d'offres ou d'avoir une bonne idée en termes d'évolution des outils qu'on a pu utiliser. Il faut penser à la façon dont on va financer, à la façon dont on va fonctionner à terme. Il faut anticiper ce qu'on va faire avec son idée. Donc, être capable de la mettre en œuvre et être capable de trouver les moyens de la mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, c'est pas si difficile que ça que d'obtenir des financements. Simplement, il faut un plan. Il faut un plan qui soit crédible. Il faut que les partenaires y croient. Et pour ça, il ne faut pas rester tout seul dans son coin à phosphorer sur une idée. Il faut pouvoir systématiquement mettre au point un business plan d'action et convaincre les différents. Et c'est en faisant ce business plan que l'on va mettre au point les solutions que l'on. Parce que la bonne idée au départ, tant qu'on ne s'est pas frotté aux petits détails de mise en œuvre qui va vous compliquer la vie, tout a l'air facile. C'est quand on commence à discuter avec des partenaires, avec des gens qui nous aident à mettre en œuvre, qu'on s'aperçoit des difficultés, des problèmes qui peuvent se poser. Et ces problèmes, il va falloir les chiffrer, il va falloir trouver la façon dont on va fonctionner dans le futur et ne pas se contenter des aides et des levées de fonds. Les aides et les levées de fonds, elles sont là pour aider les projets à émerger. Il faut absolument que cette période nous serve à faire évoluer, que les entreprises existent ou pas, que vous soyez à l'intérieur d'une entreprise ou que vous vouliez vous lancer à votre compte, c'est la même chose. Entreprendre, c'est pas forcément créer une entreprise. Entreprendre, c'est mettre en œuvre une nouvelle façon de fonctionner, aider les différents de votre réseau à faire cette évolution. Et pour ça, il faut à un moment donné avoir quelque chose à vendre. Il faut qu'il y ait des clients qui vous croient. Il faut des clients pour qui ça ait de la valeur. Si votre offre n'a pas de valeur, à un moment donné, vous ne parviendrez pas à la financer. Donc, je pense que pour conclure cette conférence, je pense que c'est important quand vous voulez entreprendre aujourd'hui, oui, c'est difficile, oui, la période est incertaine, et oui, on a du mal à se projeter dans l'avenir. Simplement, on a peut-être du mal, mais on a plein de possibilités, plein d'opportunités qui s'ouvrent, parce que la transformation est profonde, et parce qu'il y a plein de choses à faire avec son réseau. Je ne sais pas, Karim, si tu partages. Oui, absolument. Et cette question des réseaux, on aurait pu ajouter aussi presque la question de l'écosystème entrepreneurial. Parce qu'on est, il faut le dire, dans un territoire, dans une région
où on a des experts reconnus en matière d'accompagnement entrepreneurial qui font un travail extraordinaire, avec des connexions. On a Réseau IP, on a ADOC, on a la CCI Héros. Et d'ailleurs, les différents cas qu'on a pu voir sont des cas qui ont bénéficié à un moment donné d'un soutien, d'une ouverture, d'une collaboration. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il faut vraiment arriver à s'ouvrir, à ne pas hésiter à rencontrer un certain nombre d'acteurs. Alors l'année prochaine, bien évidemment, il y aura, on le souhaite, un retour à la place créative dans son format physique avec les interactions qu'on connaît, mais déjà là, avec le virtuel, il y avait des connexions. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter à développer ces relations et à se nourrir de ces expertises différentes sur des volets financiers, les experts comptables, les acteurs du financement. On a aujourd'hui une connexion très forte et un maillage qui est remarquable. Je pense que les exemples sont vraiment, vraiment très nombreux. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, vous savez, au mois de mars, on nous a dit du jour au lendemain, hein, on nous a dit les cours, on avait l'habitude de faire des cours devant les étudiants, de discuter avec eux. On nous a dit du jour au lendemain, bah non, les cours maintenant, vous les faites à la maison. La vague, ça a été un tsunami. Hein. Et à ce moment-là, moi, je me suis vraiment posé la question. Je suis trop vieux pour faire ça. Moi, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est que c'est la solidarité. C'est le moment de se serrer les coudes, c'est le moment de se battre. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions des différents participants. Oui, déjà, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, finalement, personne ne conteste le fait que c'est une période très difficile pour les entreprises, pour les porteurs de projets, hein, pour les gens qui prévoyaient de se lancer cette année, et une remise en question très forte des fondements sur lesquels ils pensaient démarrer leur activité. Vous nous avez délivré des outils qui sont très intéressants pour le penser, hein, le business model, cette démarche de recherche d'opportunités, d'utilisation des ressources. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a aussi des leviers qui sont allés chercher dans une action collective, parce que des fois, on n'a pas les moyens seuls d'affronter cette période de profond changement. C'est quelque chose qui nous tient à cœur à nous, à la CCI, d'être dans cette démarche-là d'action collective, et on le voit à travers, on parlait de Kitties, de City Follies, et ce genre d'action. Je pourrais juste une petite remarque là-dessus. Le plus génial des génies ne peut pas être génie dans tout. On ne peut pas tout couvrir aujourd'hui. L'environnement devient d'une telle complexité qu'on ne peut pas être bon en marketing, en finance, en web marketing, en management. On a toujours un trou dans la raquette. Donc, et c'est pour ça qu'il faut arriver à se connecter à des gens qui compensent, à des gens qui vont aider à vous porter, à vous faire avancer. Et il faut accepter aussi les différences. Il faut accepter d'écouter, il faut accepter de s'adapter. C'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile, surtout quand on est porteur de projet. On a envie d'aller de l'avant, on n'a pas envie d'être freiné. Et parfois, pourtant, si on est seul à aller de l'avant, on n'ira pas loin. Donc, il faut arriver à écouter. Et c'est un des problèmes des Français aujourd'hui. On a désappris à écouter. Il faut arriver à écouter. Et écouter, ça veut dire écouter les gens qui ne sont pas du même avis que moi et les aider à exprimer complètement leur avis, à dire ce qu'ils pensent. Même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est justement là que c'est intéressant. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je vais le questionner, je vais essayer d'aller jusqu'au fond, qu'il ait bien le temps d'exprimer tout ce qu'il veut dire, plutôt que de passer tout de suite en disant non mais il m'embête, je ne suis pas d'accord. À réapprendre à écouter, ça va être l'un des points qui va nous permettre d'évoluer et de faire progresser les modèles économiques des entreprises aujourd'hui. On l'a vu toute la journée à travers les conférences, hein, parce que chacun des intervenants, chacun des témoins a bien insisté sur le fait de s'intégrer dans un écosystème, de ne pas rester seul, d'aller voir les structures d'accompagnement. On sait que sur le département de l'Hérault, sur l'Occitanie, on est quand même, c'est un réseau assez dense d'accompagnement où il y a des structures, il y a des partenaires